J'adore Sonic. Voilà, déjà ça c'est dit, j'adore cette franchise vidéoludique depuis ma plus tendre enfance, que ce soit son univers, ses couleurs, ses thématiques, ses musiques et évidemment tous ses personnages. Et encore aujourd'hui, quand un jeu sort, je suis la première à y jouer pendant des heures. Je ne vous ferai pas l'affront de vous raconter toute l'histoire de Sega, de la création de Sonic, parce que je suis pas une chaîne d'histoire du jeu vidéo et j'aurais l'impression de vous insulter. Retenez simplement que Sonic, c'est quasiment 30 ans d'histoire, de passion, de haine, beaucoup parfois, et aujourd'hui, la franchise se porte plus que bien avec tous les projets de l'année 2024 et des années précédentes, que ce soit des jeux, des séries et le troisième opus de la série de films, dont je vais faire un petit avis rapide. Ça c'est sympa, ça c'est très sympa, ça au secours, et ça... au moment où j'écris ces lignes, c'est pas sorti, mais ça a intérêt à être une dinguerie, sinon je fais un procès. Voilà. Et si je vous parle des films, c'est que les créations autour des jeux Sonic, c'est une part immense de son histoire. Déjà, on a eu les comics Sonic avec des très hauts et des très bas, genre à l'aide, mes yeux ont leurs règles. Un OAV en 96 par le studio Pierrot, oui, les mêmes qui ont fait tout ça, qui n'est pas un film spécialement marquant pour son scénario, mais dont je trouve l'ambiance, les dessins, les animations tout bonnement dingo. Marquant également la première arrivée de Metal Sonic en animation. Oui, je sais, les cinématiques de Sonic CD aussi, commence pas à t'énerver dans les commentaires, STP, j'ai pas d'argent. Mais la partie la plus importante, ce sont les séries d'animation Sonic. Et au risque de vous choquer, il y en a eu 6 en tout. Les aventures de Sonic en 1993, qui est très franchement un sous-texte Avery, sympatoche, mais très vite ça devient fatigant. Avec Sonic qui est drogué à la Monster et au café en même temps, Tails qui est con comme ses pieds, et les méchants... ils sont... j'ai pas envie d'en parler. Mais malgré tout, je garde une certaine tendresse pour ce dessin animé, et notamment son générique, chanté par Alexis Thomasian. Et si tu connais pas ce monsieur, dis-toi juste qu'il a forcément doublé un ou deux personnages cultes de ton enfance. Ensuite, Sonic et Sally de 1993 à 1994, ou Sonic Satam pour les puristes, qui a ouvert la porte sur une vision plus sombre de Sonic, avec un Eggman plus terrifiant que jamais, et des Furies qui se battent pour la liberté de Mobius. J'avoue avoir du mal avec le personnage de Sally. Je sais qu'elle est très appréciée par les fans, notamment dans les comics, mais... non. Et le fait est que tout le monde a retenu de cette série beaucoup de positifs. Mais soyons sérieux, il y a beaucoup de trucs nuls, non ? Non. Puis vient la légendaire série Sonic le Rebelle en 1999, qui est considérée comme la pire série Sonic. Mais je sais pas, je suis peut-être une grosse nostalgique qui arrive pas à accepter qu'avant c'était pas mieux, mais j'aime cette série et je l'aime sincèrement. Je sais qu'elle a des défauts, je sais que sa production a été une succession de catastrophes et de problèmes et que son scénario n'a pas du tout fait l'unanimité, mais j'adore son côté comédie musicale, son humour, surtout dans la VF, avec l'incroyable taf d'Olivier Corol dans la première VF de Sonic. Et même les personnages, Eggman et hilarant, les deux sous-fifres aussi, et même Sonia et Manic, je les préfère 100 fois à elles là. Mais évidemment, la série qui a marqué l'enfance de tous ceux qui ont eu la chance de grandir avec, c'est... oui, bon, Sonic Boom, c'est très chouette et à mourir de rire, mais bon, aujourd'hui, on va pas parler de ça. Aujourd'hui, on va parler de sorties entre 2003 et 2005 et créée par TMS Entertainment. C'est une institution. C'est la série que tout le monde aime citer comme la meilleure des séries Sonic. Et c'est clairement compréhensible, que ce soit son animation qui est la plus propre qu'on ait eue à l'époque de sa sortie, le doublage japonais toujours au top, et la première apparition d'Alexandre Gillette dans le rôle de Sonic, et tous les comédiens qui incarnent encore aujourd'hui Eggman, Tails, Knuckles, Amy, etc. Et le scénario qui arrive à vous faire passer du rire aux larmes, mais quand je te dis les larmes, c'est les grosses larmes. Alors, bon, on fait des compliments, mais il y a aussi des trucs pas géniaux dans cette série. La saison 1 a un rythme un peu lent et certains épisodes de la saison 2 sont... Ou encore la censure imposée par 4Kids qui a retiré certains éléments de la série pour nos chers petits américains. Parce que tu comprends, un panneau c'est horrible, t'es malade de me montrer un panneau. Et ce générique est beaucoup trop japonais pour moi, rendons-le américain, sinon je suis dépaysé moi.
Bon, allez, je suis de mauvaise langue, cette série est géniale. Et certains passages, comme la fin de la saison 1 et 2, ont une puissance émotionnelle incroyable. Notamment la saison 2. Sérieux, je me suis rematé toute la série pour faire cette vidéo et j'ai versé ma petite larme. Also, j'adore le personnage de Chris. Je cherche à perdre des abonnés, moi. Ou encore le remake en animation de Sonic Adventure 2, qui est grandiose. Sérieux, regardez ça! C'est magnifique! Et pourtant, c'est même pas ça qui vous a le plus marqué dans cette série. Ce qui nous a tous marqué, c'est la saison 3. La saison 3 de Sonic X, c'est un cas particulier. Cette saison ne devait à la base même pas exister et devait se terminer sur cette fin de la saison 2. Mais le public américain, lui, il a adoré la série. Et une saison 3 fut demandée aux Japonais. Mais les Japonais ont fait les petits filous, à se demander presque s'ils avaient pas vu la censure appliquée à leur série. Ils étaient genre... Et là, coup de maître. Ils ont fait quelque chose de parfait. Créer une saison si sombre, si mature et dramatique qu'appliquer de la censure la rendrait incompréhensible. Bon, ça les a pas empêchés de retirer certaines choses, hein. Merci 4Kids. Mais je vous en prie. Mais faisons d'abord un bref résumé du scénario de cette saison 3. Ah oui, et évidemment... Au moins, vous savez. La saison se passe quelques mois après la fin de la deuxième. Les choses se passent à merveille dans le monde de Sonic et ses amis. Ils se détendent au soleil, font des pique-niques sous les étoiles et... Oh mon dieu, il y a un vaisseau qui s'écrase, c'est la panique! Mais non, en fait c'est juste une waifu plante qui cherche Sonic. Par pitié, pas de commentaires. Cette dernière s'appelle Cosmo et elle a besoin de Sonic pour sauver l'univers de créatures robotiques appelées les Metarex. C'est mieux qu'une cafetière diabolique. Mais évidemment, le seul moyen de les battre, c'est avec les Chaos Emerald. Et Sonic, il les a plus. Oui, non, parce qu'il a déjà affronté un Metarex avant et a éparpillé les Chaos Emerald à travers l'univers. Ta gueule, c'est magique. Mais évidemment, comme ce petit con de Chris n'arrive pas à faire son deuil dans le monde des humains, il crée une machine pour aller dans le monde de Sonic. Parce que le temps ne passe pas de la même manière entre les deux mondes. Dans le monde des humains, c'est pas 6 mois, mais 6 ans qui se sont écoulés. Attends, ça fait 6 ans et t'as toujours pas fait le deuil, Chris ? Tu me fais peur, Chris. Bref, il se retrouve dans le monde de Sonic dans son corps d'enfant, parce que clairement, c'est le perso préféré des fans. Je suis Jean-Michel Sarcasme. Mais pour apporter de la nuance à tout ça, Chris a toujours son intellect d'adulte de 18 ans, ce qui fait qu'il est bien moins insupportable dans cette saison, même si je l'ai perso jamais trouvé insupportable. Quoi. Et ainsi, toute la bande de Sonic partit dans l'espace pour aider Cosmo à affronter les Metarex pour sauver la galaxie. Bon, je vais pas passer par 4 chemins, cette saison est géniale. Que ce soit le rythme, entre scènes sérieuses et comiques, les nouveaux méchants, très bons et intéressants, Cosmo extrêmement attachante, et l'histoire en elle-même, rien n'est à jeter. Et même les relations entre les personnages prend davantage d'épaisseur. Et pour l'époque, des personnages comme Shadow ont eu droit à un traitement plus profond et intéressant du personnage, sachant qu'à l'époque, seul Sonic Adventure 2 et Heroes étaient sortis, et Shadow the Hedgehog allait sortir. Et combien d'épisodes ont marqué les jeunes spectateurs que nous étions pour leurs émotions, leurs drames, ou même leur violence. 3 scènes ressortent particulièrement. Le piège noir à l'épisode 67 et la fameuse transformation en Dark Sonic, qui a surpris tout le monde. Par pitié, ces gars, ramenez cette transformation dans le canon des jeux. Le rêve de Molly à l'épisode 68. Un épisode assez sombre avec Shadow, Rouge et Eggman, avec une réflexion plus profonde qu'on ne le croit sur le fait d'être un rebelle et à quel point la volonté d'être libre au détriment de tout n'est pas perçue de la même manière par tous. Dans cet épisode, une jeune fille du nom de Molly tentera tout pour libérer sa planète du joug des Metarex. Mais son peuple ne voudra tout simplement plus la suivre dans son rêve, et où elle tentera une manip désespérée pour tous les détruire. Mais mourra en souriant, sous les yeux d'un Shadow qui, évidemment, pensera à Maria. Vous trouvez que c'est déprimant ? Mais ne vous inquiétez pas, il y a encore pire avec la fin de la série. Évidemment, comment ne pas citer les 2 derniers épisodes de la série, avec le sacrifice de Cosmo, qui après un combat contre les Metarex et la révélation sur leur identité, cette dernière fusionne avec la dernière planète qui doit être détruite pour sauver l'univers. Et c'est à Tails de lui tirer dessus avec le canon du vaisseau. Quelqu'un peut vérifier l'état mental des scénaristes? Non, parce que si l'objectif c'est de nous traumatiser, bravo, c'est réussi. Mais selon moi, même si ces 3 épisodes sont considérés comme les plus marquants, ou les plus flashbacks du Vietnam vibes, il y en a d'autres que je pourrais citer. Mais non.
je ne vais parler que d'un seul. Et si t'as vu le titre de la vidéo, t'as sans doute deviné. L'épisode Café Chaotix fait selon moi partie des épisodes les plus sous-cotés de la série. T'es pas prêt à m'entendre parler de Sonic Underground? Promis, un jour je ferai une vidéo là-dessus. Cet épisode prend place à un stade assez avancé de la série. On a déjà vu Dark Sonic, l'épisode de Molly aussi, et Sonic et ses amis ont eu diverses interactions avec Eggman, où, mine de rien, le personnage a beaucoup évolué. Et ce, depuis le début de la série. Oui, c'est vrai, j'ai pas vraiment parlé d'Eggman, mais Eggman, tout au long de la série, a eu droit à une écriture assez soignée, qui approfondit son personnage et ne le réduit pas qu'au scientifique fou qui détruit la Lune. Non, dans la saison 1, on a eu un dialogue très fort entre lui et Chris, lors de l'adaptation de Sonic Adventure 2. Bon, c'est un peu triché, vu que ça adapte quasi à la lettre le jeu, mais il avait déjà eu droit à plus de profondeur. Mais là, cet épisode du Café Chaotix, il arrive à un stade de l'histoire où Eggman tourne pas mal en rond et ne sait plus trop où il en est. Il a ramené Shadow à la vie, mais ce dernier est parti avec Rouge et ne bosse plus avec lui. Il s'était allié au Metarex, mais cette confiance ne tient plus qu'à un fil. Il doit choper Sonic, etc. Du coup, quelle meilleure idée que d'aller boire un verre au bar créé par la Team Chaotix? Parce que oui, Vector, Espio et Charmy, ils sont encore là. Et franchement, ils servent pas à grand chose, à part pour des scènes humoristiques. Glorieux. Non, dans cet épisode, ils servent plus de prétexte pour avoir un bar pourri au milieu de l'espace. Non mais, faut dire ce qu'il est, ce bar... il pue. Ouah, c'est laid! Bref, revenons à notre histoire. Eggman débarque donc au Café Chaotix pour poser des avis de recherche de Sonic dans l'espoir de le retrouver le plus rapidement possible. Mais tout ça, c'est pas vu d'un très bon œil par Vector, qui évidemment n'irait pas dénoncer Sonic à son ennemi juré. S'engage alors un petit jeu du chat et de la souris, où Sonic et ses amis doivent faire profil bas le temps de réparer leur vaisseau endommagé depuis une précédente bataille, alors que Eggman essaye de l'attraper. L'équipe arrive enfin à récupérer les pièces nécessaires pour le vaisseau, mais doivent les ramener et ensuite partir de la planète sans se faire canarder par les Metarex. Mais là, Eggman débarque au bar pour boire un verre, ou peut-être plus. Les Metarex lui mettent la pression pour réussir à détruire son ennemi Sonic, mais ces derniers ont perdu patience et savent où il se trouve, et attendent que leur vaisseau décolle pour les anéantir. Mais... しかしメタレックスのやつらと来たらわし一人に任せておけばいいものを他の四天王まで動員してソニックを倒そうなどと。倒すって本気で？本気も本気。静寂なるなんとかのためにじゃと。まったく偉そうに。じゃがソニックのことだ。あいつらに倒されるくらいならわしに倒されたいと思っとることじゃろうよ。ほほほほ。勝手なこと言って。Évidemment, tout le monde pense que Eggman bluffe, voire pire, qu'il ne fait que narguer Sonic. Mais depuis le début de la scène, Sonic n'arrête pas de rire à ce que dit Eggman. L'équipe arrive enfin au vaisseau, mais Tails hésite à décoller, car impossible de savoir combien il y a de vaisseaux Metarex, et s'ils auront une chance de survivre. Puis finalement, du point de vue des Metarex, on voit le vaisseau de Sonic et ses amis décoller. Ni une ni deux, les ennemis les bombardent, tout contents de s'être enfin débarrassés de Sonic. Mais si les choses étaient plus complexes que ça... Play it again, Victor. Oui, je pense que vous avez compris. Eggman a joué le leur pour permettre à Sonic et ses amis de s'enfuir sans encombre. Bien sûr, les compagnons de Sonic pensent simplement que Eggman avait menti depuis le début et que aucun armada Metarex ne les attendait. Sonic, lui, reste silencieux et sourit simplement, remerciant intérieurement Eggman, tandis que le vaisseau s'éloigne dans l'espace. Bon, déjà, cet épisode, comme dit précédemment, fait selon moi partie de ces épisodes et histoires de Sonic dont on parle trop peu.
Et ce pour plusieurs raisons. Déjà, je rappelle que cette série est sortie en 2005. À cette époque, les seuls jeux 3D sortis étaient Adventure 1 et 2 et Heroes. Donc les personnalités des personnages n'étaient pas encore tout à fait claires. Et quand je dis ça, je parle d'Eggman. À cette époque, on ne l'avait vu que trop peu être écrit comme un personnage moralement gris. Alors certes, on l'a vu collaborer avec Sonic dans Adventure 2, mais c'était plus pour sauver sa peau et ses erreurs. Ou dans Sonic Heroes, c'était pour arrêter un Metal Sonic qui se prenait pour un boss. Le voir agir comme ça dans Sonic X, c'est surprenant, surtout pour un jeune spectateur qui ne l'avait jamais beaucoup vu avoir des envolées de bonté. Enfin, si c'était vraiment de la bonté. Je pense surtout que ça met en avant quelque chose de fondamental dans la relation entre Sonic et Eggman. S'ils sont battus, ça ne doit être que parce que l'autre s'en est chargé. Eggman refuserait que quelqu'un d'autre batte Sonic, et inversement. Il refuse également de se dire que si Eggman n'a plus Sonic à affronter, probablement qu'il s'ennuierait à mourir. On l'a bien vu dans le dernier épisode de la saison 2. Avant que Sonic ne revienne sur Mobius, il faisait chier tout le monde en espérant que son ennemi juré revienne. Et quand il le voit revenir en Super Sonic, il esquisse un sourire. Ou quand Sonic laisse parler sa colère en devenant Dark Sonic, qui est-ce qu'il le ramène à la raison ? Eggman. J'ai pas envie d'y voir une relation de dépendance entre rivaux comme un Batman et un Joker. Mais clairement, cet épisode de Sonic X vient nous rappeler une chose essentielle. Eggman n'est pas juste un méchant bêtement écrit comme un méchant qui veut le pouvoir et les putes. Non, ça j'en suis moins sûr. Mais surtout comme un personnage avec ses défauts, ses qualités et ses raisons à lui d'agir comme il le fait. Tout comme les Metarex, j'ai envie de dire. Ils font ce qu'il leur semble juste, selon eux. Mais je sais ce que vous allez me dire. Je vous entends hausser les sourcils car oui, j'entends tout. Ce style d'écriture, il vous fait penser à quelqu'un. Et moi aussi, en regardant et en écrivant cette vidéo, je l'ai remarqué aussi. C'est quasiment le même style d'écriture que Ian Flynn. Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, Ian Flynn aujourd'hui, c'est le mec qui a littéralement sauvé la carrière de Sonic dans les comics. Vous vous souvenez quand je vous parlais de ces trucs extrêmement bizarres dans les comics Archie de Sonic ? Eh bah ça, c'est la faute d'un monsieur qui s'appelle Ken Penders. Et non, je vais pas rentrer dans les détails car il me faudrait toute une vie, mais dites-vous simplement que c'est ce grand malade qui a pris toutes les décisions les plus désastreuses pour les comics Sonic. Et Ian Flynn, c'est celui qui a tout sauvé. Ce gars-là a réussi à refermer toutes les portes, même les plus bizarres, pour se recentrer sur des histoires bien mieux écrites et sans partir dans des guerres cosmiques où Sonic team up avec Megaman et Knuckles devient vert. Je ne plaisante pas! C'est grâce à lui qu'on a eu les comics IDW qui sont, malgré quelques critiques, absolument géniaux, avec des nouveaux personnages attachants, des intrigues profondes, avec des réflexions fortes, ou encore des personnages approfondis dans leur personnalité et leur histoire, que ce soit Sonic, Amy, Silver, ou, vous l'aurez compris, Eggman. Eggman, c'est le petit chouchou de Ian Flynn. Il aime lui donner cette personnalité délirante qui lui va toujours si bien, mais aussi le rendre toujours plus intéressant dans sa manière d'être et même le rendre touchant dans Sonic Frontier. I never really knew my cousin Maria. Everyone spoke of her like she was very special. All that love for someone who was gone when I was right there. Au fil de cette vidéo, je me suis rendu compte de quelque chose sur moi-même. Oui, je suis obsédée par Sonic, ça va, ça je sais. J'ai compris ce qui me faisait aimer cet univers, plus que tout. Plus que ses musiques ou ses histoires. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup. Ses personnages. Si les gens aiment tant Sonic, au-delà de son côté cool, c'est sa philosophie de vie. Être libre malgré tout, c'est ce que la liberté peut impliquer. Si les gens aiment sincèrement Shadow, c'est pas juste pour son côté dark et edgy. Un jour j'en parlerai de ça, croyez-moi. C'est pour son histoire, le fait qu'il ne soit pas aussi froid qu'il en a l'air, voire pas du tout, et que beaucoup se reconnaissent en lui. Et si les gens aiment autant le personnage de Eggman, malgré toutes ces années, c'est pas seulement pour son humour, son design ou ses mèmes, mais car contrairement à beaucoup de jeux vidéo marketés comme étant pour les enfants, à chaque jeu, même si c'est infime, on découvre davantage sa personnalité, ses failles, et ce qui le rend d'une certaine façon pas si différent de nous.
Si Sonic X est encore aujourd'hui considérée comme la meilleure série Sonic, c'est pas pour rien. C'est elle qui a osé innover et repenser l'univers de Sonic et ses personnages, leur permettant encore aujourd'hui de toucher les joueurs de la première heure comme les nouveaux. Et ce n'est pas pour rien que, même après avoir revu cette série pour la 10e fois, à chaque fois que je regarde cet épisode, je me dis toujours qu'il vaut la peine qu'on en parle, même 20 ans après. Et si cet épisode à lui seul a su me toucher autant et résonner encore en moi aujourd'hui, pour vous, c'est quel épisode qui résonne encore en vous ? Oh, c'est devenu bien sérieux tout d'un coup. Allez, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. C'est la première que je fais, alors croyez-moi, j'ai hâte d'avoir vos retours et avis sur cette dernière. Bien sûr que sur cette chaîne, il n'y aura pas que du Sonic. Et croyez-moi, j'ai hâte de vous retrouver pour la suite. N'hésitez surtout pas à vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer la suite. Le petit pouce bleu en partant, ça fait toujours plaisir. Et le commentaire pour savoir si je vais me faire égorger en place publique pour avoir dit que Ken Penders c'est de la merde. Pitié, j'ai des enfants à nourrir. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, belle soirée, belle nuit. C'était Dream. Ciao!